La chaudière à condensation, une solution éprouvée pour produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Le concept a plus de 30 ans, mais il y a des évolutions. Quelles sont ces évolutions techniques, esthétiques et quel en est l'intérêt? CJBAT, les débats. Pour nous décrire et pour nous commenter l'opportunité, l'intérêt, les modalités des évolutions de la chaudière à gaz à condensation, nous sommes avec Jérôme Maldonado, qui est responsable chaudière, brûleur et radiateur à eau d'Uniclimat. C'est le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Pierre Beau, qui dirige le bureau d'études SunSquare, un BE thermique et fluide installé à Paris et qui connaît bien, particulièrement bien, le résidentiel. Vous venez aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, en votre qualité de vice-président du syndicat professionnel Sinov Construction. Merci également pour sa présence en tout cas à Ludovic Thiebaud, qui est responsable du pôle marketing produit à la direction du développement de GRDF. Avec nous, Romain Ruyard, responsable efficacité énergétique de CJBAT. On va parler, Romain, des évolutions. Décrivez-nous, si vous le voulez bien, d'abord la technologie, la condensation. Ce phénomène qui permet de récupérer de l'énergie à partir d'un changement d'état de l'eau contenue sous forme vapeur à l'intérieur des produits de combustion et que l'on va passer en forme liquide, ce changement d'état va permettre de récupérer jusqu'à 11% d'énergie qui va être envoyée dans le réseau de chauffage, et c'est d'où là l'intérêt même de cette chaudière. Je rappellerai juste en une seconde que le point de changement d'état lorsqu'on est à la stoichiométrie avec le gaz naturel, c'est 59 degrés et qu'évidemment, quand on fait une combustion, on va y mettre un léger excès d'air qui va permettre d'avoir un point de rosée de l'ordre de 55 à 53 degrés selon les technologies. Alors, ce qu'on attend évidemment d'une chaudière, c'est du rendement, un bon rendement, et il se trouve que le rendement d'une chaudière à condensation dépend notamment des conditions dans lesquelles elle est utilisée. Obtenir le meilleur rendement en toutes circonstances, c'est l'enjeu de la chaudière qu'on qualifie d'auto-adaptative. Les explications de Viessmann, qui propose d'ailleurs sa propre solution en matière de chaudière auto-adaptative. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille justement sur le contrôle de combustion. Ça a commencé il y a 15 ans sur l'ionisation. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille, donc on a un produit fiable qui tourne avec une variable supplémentaire qui est l'air. Et aujourd'hui, c'est complètement maîtrisé. Le premier point, c'est la tension d'alimentation. Imaginons que vous passez d'un seul coup d'une tension de 230 volts à 195 volts. La chaudière fonctionne toujours, mais votre turbine, elle au niveau des cycles de rotation ne seront plus les mêmes puisque vous n'avez plus la même tension. Elle va rectifier automatiquement ces cycles de rotation pour rattraper justement cette légère chute de tension. La deuxième, c'est sur l'air. Comme on a une sonde à débit massique, on va mesurer la quantité d'air qui arrive pour la combustion. Tout simplement, l'altitude. On n'est plus là en train de corriger manuellement la combustion ou sur le bloc gaz. La chaudière, ça se fait automatiquement, puisqu'elle va savoir tout de suite la densité de l'air et donc l'altitude où vous vous situez. Les vents contraires, les conditions climatiques. Vous passez d'une température extérieure de -10, vous montez à 15, la quantité d'air d'oxygène qui rentre dans votre chaudière n'est pas la même et elle va le rectifier automatiquement. Et puis, le troisième point, encore une fois, c'est quel que soit le type de gaz, elle va s'adapter automatiquement à ce type de gaz. Donc, vous changez de gaz, vous passez d'un gaz L à un gaz H, que vous injectez du biométhane, le rapport se fera automatiquement. Interview extrêmement argumentée en faveur de la chaudière auto-adaptative et qui repose notamment sur l'idée que le gaz serait d'une qualité variable
dans les réseaux et que la chaudière devrait s'y adapter. Est-ce à dire que la qualité du gaz varie? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qualité du gaz dans l'esprit des spécialistes? Et deuxièmement, quelle est la nature de ces variations? Les provenances du gaz naturel sont multiples en France. Le prix principal, c'est la Norvège, plus de 40%, mais aussi la Russie. Ce sont des gaz qui nous arrivent par pipe. Et puis, il y a aussi des gaz qui nous arrivent par méthanier, suite à la liquéfaction. Là, c'est de provenance d'Algérie, du Nigeria ou également du Qatar. Et la liquéfaction est telle que, pour être plus efficace, il y a un processus d'épuration qui est voilà, important et qui est tel que le taux de CH4 est plus élevé encore. Donc il y a l'origine géographique et géologique aussi sans doute du gaz, ses modalités de transport, puisque vous l'avez dit, dans certains cas il est liquéfié. Il y a aussi son mode de production, parce qu'il nous parlait de biométhane également, dont il semble anticiper l'arrivée, s'il n'est pas déjà là d'ailleurs. Oui, en effet, aujourd'hui, avec des déchets ménagers, agroalimentaires, on peut fabriquer du biogaz qui va être épuré pour être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. Dans tous les cas, que ce soit du gaz importé ou historiquement même du gaz de lac, parce qu'on avait un gisement en France, ou que ce soit du biométhane, dans tous les cas, il est dans la plage réglementaire qui est très clairement définie par les pouvoirs publics, par décret. Donc les variations sont tendancielles, sont plutôt lentes. Elles sont subtiles, mais elles ont un impact néanmoins sur la combustion. Et c'est précisément à ces nuances que la chaudière s'adapte. Vous voulez compléter, Romain Ruillard? Oui, en effet, je voulais juste dire que les pouvoirs publics ont validé ça le 28 mars 1980, sur le fait que le gaz H, qui est plutôt délivré entre le Paris, pour être simple, et Marseille, en passant par Brest et Strasbourg, on a des pouvoirs calorifiques qui vont de 17 à 12,7 kWh par mètre cube, alors que dans le nord, on va trouver des pouvoirs calorifiques entre 9,5 et 10,5. Donc finalement, un gaz moins riche en gaz naturel. Le représentant de Viessmann nous a parlé de l'adaptation à la nature du gaz consommé. Il nous a aussi parlé d'autres paramètres. L'enjeu, de toute façon, c'est toujours d'améliorer le rendement, ou en tout cas de l'optimiser. Quels sont les gains réalisés quand on fait appel à une chaudière? Alors pardon, j'emploie le terme auto-adaptatif parce que c'est le titre de notre conversation, mais on a bien compris les nuances que vous avez énoncées. Quel est le gain réalisé? Nous avons réalisé des essais et des études qui montrent que le gain, il est de l'ordre du %. Donc en fait, 1%? Oui, tout à fait. Même 0,7 pour être assez précis. Donc je ne sais pas si ça doit être la motivation première. De mon point de vue, le véritable gain, il est dans le fait que le réglage est optimisé et il est garanti dans le temps. On est dans un dispositif qui vient non pas optimiser, mais maintenir le fonctionnement du brûleur de l'appareil dans des conditions optimales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de tenir compte de tous ces phénomènes, mais également de pouvoir avoir le rendement optimal dans des plages plus larges que ce que l'on faisait auparavant. Donc en fait, il s'agit de prévenir d'éventuelles variations dans l'environnement qui pourraient venir dégrader la performance de la machine. Hein. C'est l'esprit. D'où cette notion de management qui est utilisée par certains. Finalement, il faut tenir compte de l'environnement quand on installe une chaudière et donc quand on la règle. Est-ce à dire que la chaudière auto-adaptative, l'installateur l'installe avec ses réglages d'usine et terminé, ou est-ce qu'il faut quand même faire des réglages in situ? La notice fabricant demande de faire un point de combustion dans les fumées pour vérifier le contenu en termes de CO2. S'il y a un écart par rapport à la notice, l'installateur devra régler au bloc gaz pour obtenir la bonne concentration dans les fumées telle que c'était prévu. Pour ce type d'appareil, il est clair qu'il n'y a pas d'action à avoir sur l'appareil. L'appareil écoute la qualité de gaz, si vous me permettez l'expression, et s'ajuste. C'est bien l'objectif de cet appareil. Vis-à-vis de la combustion. Maintenant, vis-à-vis de la distribution du chauffage, il y a toujours la notion de loi d'eau, en fonction des différents paramètres de régulation, qui peut être à régler par l'installateur à la mise en service. Ça perdure néanmoins. Quels sont les paramètres qui viennent impacter la combustion et donc la performance de la chaudière?
La qualité de combustion va varier, on l'a répété à partir des niveaux des arrêtés validés par les pouvoirs publics. Aussi la tension, l'altitude, la pression de l'air, la température, la température extérieure. Bref, c'est donc quelque chose de multicritère. Et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle prend en compte tout cela et elle adapte, elle ajuste en temps réel. Mais elle ajuste pour la combustion. Ensuite, dans la mise en service d'une chaudière, qu'elle soit individuelle ou collective d'ailleurs, il y a ensuite tout le processus de mise en service de l'appareil, parce que là, il va falloir tenir compte de la charge qu'il va falloir donner au bâtiment, il va falloir tenir compte des débits qu'il va falloir fournir pour obtenir sans concession la température de chauffage qui a été demandée par le client, et de pouvoir aussi fournir la quantité d'eau sanitaire à profusion, comme le souhaite le client. Est-ce que c'est fiable? Il faut savoir que pour mettre un produit sur le marché, on dit j'ai introduit cette technologie de combustion sur la chaudière, c'est très bien. Mais en fait, pour mettre cette technologie sur le marché, il faut 5 ans entre le moment où on va commencer à faire les premiers dessins sur la planche à dessin, excusez-moi de l'image. Non, mais c'est bien. Je trouve ça c'est plutôt pas mal. Et le moment où le produit est mis en commercialisation. 5 ans, on a le temps de développer la technologie et d'avoir des produits sur le marché fiables, parce que ces technologies touchent à des éléments de sécurité, la combustion. Alors, je ne voudrais pas faire peur à l'Assemblée ici, mais ce qui me semble important aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas une chaudière qui est sortie sans avoir le niveau de sécurité attendu par les pouvoirs publics, et de toute façon, si elle ne l'avait pas, elle ne serait pas autorisée à la mise en service, puisqu'on est par un dispositif où c'est un tiers qui vient notifier et autoriser la mise en marché des produits. Pierre Beau, vous nous écoutez avec attention depuis le début de cette conversation. Il y a un certain nombre d'arguments qui ont été avancés en faveur de la chaudière gaz auto-adaptative. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait envie, à vous, en tant que bureau d'études? Moi, je trouve ça très intéressant, effectivement, qu'on cherche à gagner un maximum de points, y compris sur la combustion. C'est très bien. Alors, les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, c'est-à-dire 0,7% de gain, ça laisse quand même songeur. Et je pense qu'il ne faut pas oublier toute la chaîne. C'est-à-dire qu'avoir une super combustion à l'instant T, c'est très bien. Mais ce qu'on veut, in fine, c'est fournir de la chaleur quelque part. Donc, encore une fois, il va falloir s'intéresser à ces 0,7%-là. Et si on les gagne et que c'est automatique et que ça facilite la mise en service et certains réglages qui peuvent être fastidieux, très bien. Mais l'attention doit aussi se porter sur les points de rendement qu'on peut avoir derrière. Alors on continue sur la technologie avec une autre technologie pour améliorer le rendement de la chaudière à condensation, et celle-ci a été mise au point par la société Sermeta. Il s'agit d'une technologie baptisée Full Heat Condense. L'objectif, c'est de permettre à la chaudière de condenser, y compris lorsqu'elle produit de l'eau chaude sanitaire. Explication. Dans l'ensemble thermo-hydraulique d'une chaudière gaz à condensation, l'échangeur isothermique assure le chauffage du circuit primaire. L'eau primaire traverse 2 passes successives de tubes irrigués en parallèle. L'ensemble de combustion gaz permet le réchauffement de cette eau primaire grâce à un circuit d'échange eau-fumée. Pour un puisage sanitaire à 55 degrés sous 28 kW avec une entrée d'eau sanitaire à 10 degrés, le rendement atteint 98% et la température des fumées s'élève à 82 degrés. Pour améliorer les performances énergétiques sur la base de l'échangeur isothermique, la nouvelle génération d'échangeurs Full Heat Condense intègre une fonction de préchauffage sanitaire. 2 tubes sanitaires sont ajoutés à l'arrière de l'échangeur. Le parcours des fumées est modifié afin de préchauffer l'eau circulant dans ces tubes. Les collecteurs sont désignés en conséquence, créant un double circuit. La condensation générée sur les 2 tubes sanitaires permet d'extraire la totalité de l'énergie contenue dans les fumées. Grâce au Full Heat Condense, l'eau froide sanitaire à 10 degrés est préchauffée à 14 degrés à l'entrée de l'échangeur à plaques. Ce nouveau concept permet pour un puisage sanitaire à 55 degrés sous 28 kW d'obtenir un rendement de 110,2% et d'abaisser la température des fumées à 19,5 degrés. Comparé à un échangeur à condensation traditionnel, le Full Heat Condense permet en mode sanitaire une augmentation de rendement de 12%.
L'émission du panache en sortie de cheminée devient presque invisible. Avec le foulis de condense, c'est environ une demi-tonne de CO2 qui n'est pas rejetée dans l'atmosphère. Enfin, la compacité du foulis de condense permet une intégration parfaite en lieu et place d'un système isothermique dans l'encombrement des chaudières murales à gaz. Qu'est-ce que vous pensez de cette technologie? Déjà sur son opportunité. Est-ce qu'il y avait lieu de se préoccuper de cette question de la condensation en phase de production d'ECS? Parce qu'on a vu tout à l'heure que quand même il s'agissait de gagner 0,7 en termes de gain de rendement. Est-ce qu'on n'est pas là en train de nous proposer un truc de même nature, c'est-à-dire dont les gains sont marginaux? Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Romain Ruillard, ça vous inspire? Ouais, ça m'inspire parce que je trouve en effet cette innovation très intéressante. On est sur des appareils gaz présentés au début du film avec un échangeur extérieur sanitaire où on va avoir un primaire à haute température quand on fait de l'eau chaude sanitaire qui ne nous permettra pas forcément de bien condenser. Les rendements étaient annoncés de l'ordre de 97% en pouvoir calorifique inférieur. On ne condense pas vraiment là quand on fait ça. Avec ce rajout et cette passe d'eau froide sanitaire, qui est le meilleur potentiel froid qui permet de condenser, le faire passer à l'intérieur des fumées et faire qu'il pleut dans l'échangeur comme on l'a pu le voir dans cette vidéo, je trouve ça extraordinaire. Et là, pour le coup, on ne gagne pas la valeur annoncée tout à l'heure, mais plutôt de l'ordre de 8 à 12%. Il y avait donc une véritable place pour cette innovation. Cette technologie, elle est très bien. On parle de chaudière individuelle dans ce cadre-là, puisqu'on est avec une technologie de production de chaude sanitaire instantanée. Quand on est dans une chaufferie, au contraire, la stratégie sera exactement la même. Et Pierre Beau le sait mieux que moi. L'objectif pour bien faire condenser une chaudière, c'est d'avoir des retours à la chaudière les plus froids possibles. Du coup, en chaufferie collective, on stocke de l'eau, on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est clair, du coup, c'est qu'une technologie comme ça n'est pas totalement adaptée. Donc elle est très bien adaptée dans certains cas et dans d'autres. En chaufferie collective, on va plutôt séparer les retours à haute température des retours à basse température, de façon à faire que la chaudière, quand elle va produire de la chaleur, elle ait des températures de retour les plus basses pour pouvoir le mieux condenser. Pierre Beau, vous avez été cité. Qu'est-ce que vous en pensez une nouvelle fois? Non, mais déjà, moi je pense qu'effectivement, je reprends ce que disait Romain, c'est-à-dire que par rapport aux 0,7% dont on parlait sur la première innovation, là on gagne 12%, pour moi c'est deux mondes. Le fait que ce soit sur l'eau chaude sanitaire qu'il faille gagner des points, ça ne fait aucun doute. C'est indéniable. Et que la stratégie à mettre en œuvre ne soit pas la même quand on est bouclé, pas bouclé, je suis absolument et entièrement d'accord. Nous on a mesuré sur des chaudières qui sont inspirées de cette technologie, mais qui n'ont pas forcément la même surface d'échange. Et puis aussi, il y a un autre paramètre qui est important, c'est le profil de puisage. Et nous, en fonction du profil de puisage, soit L ou XL, on a mesuré des gains entre 8 et 10%. Voilà, donc on n'est pas loin des 12%, mais retenons que les gains sont entre 8 et 12%. C'est quand même pas rien sur le poste CS. Gain sur le poste CS. Alors on va encore considérer d'autres évolutions, révolutions peut-être même en l'occurrence pour la chaudière à condensation, puisque les chaudières demain seront des objets connectés, pilotables et interrogeables à distance. C'est en tout cas ce que pensent les constructeurs, mais les dernières innovations ne sont pas seulement technologiques, elles sont aussi, vous allez le voir, esthétiques. Illustration chez Bosch avec Clément Genet, Vivien Moite et Ariane Monfray. À première vue, la chaudière Condense 9000i de Bosch ressemble à un téléphone portable haut de gamme. Façade en verre noir brillant et interface tactile et intuitive. La marque a résolument choisi de rendre ses chaudières séduisantes. On essaye de briser un peu les codes du marché, de séduire un peu plus l'utilisateur. Et on pense que c'est par le design qu'on arrivera à rentrer chez lui un peu mieux et à être dans une cuisine, à s'intégrer dans un intérieur confortable et élégant. Sous son capot, la chaudière Condense 9000i est équipée d'une régulation CT100 qui la rend connectée et pilotable à distance au moyen d'un smartphone ou d'une tablette.
Et on va même au-delà de ça, elle est capable d'être intelligente, d'apprendre de nos habitudes. Elle fait de la géolocalisation, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait un paramétrage pour commencer de chauffer à 18 h par exemple, et qu'on n'est pas encore rentré du travail, elle ne va pas s'enclencher tout de suite, elle va attendre qu'on rentre. Un autre bénéfice, c'est qu'elle est connectée à Internet, donc elle est capable de recueillir les informations de la température extérieure pour s'adapter aux conditions de chauffage et apporter vraiment le confort optimal aux utilisateurs. D'ici 3 ans, les chaudières haut de gamme de Bosch seront déclinées en une gamme complète de produits. La marque travaille également à intégrer tous ces appareils dans un environnement global de domotique. Alors dans cette gamme Bosch, on a au sein du même objet, du même produit, 2 propositions qui sont bien différentes. On a la connectivité de la chaudière, on laisse ça de côté pour l'instant si vous voulez bien, mais on va y venir. Et puis on a cet objet pour le coup très esthétique. Il y a un parti pris esthétique sur ce produit-là. Ça intéresse le consommateur, ça, ou le constructeur se fait plaisir ? Ce qu'on vit là, de mon point de vue, s'apparente à ce qu'on a pu vivre sur les réfrigérateurs. Il y a 20 ans, c'était un truc voilà, tout blanc, assez moche, qu'on avait même plutôt tendance à cacher dans la cuisine intégrée, quand c'était le cas. Nos études montrent aujourd'hui, en fait, deux tendances qui ne s'opposent pas, mais qui sont assez complémentaires. Les clients sont sensibles voilà, au design, et donc faire de la chaudière un bel objet dont on est fier, dont on peut en effet la laisser apparente dans la cuisine, ou à contrario, on va la cacher, et là, on va l'intégrer au maximum, même pousser à l'extrême au bâti en fait, du logement. Mais il y a un enjeu esthétique, en tout cas, ça c'est clair, c'est ce que vous dites, et le parti pris de Bosch qui est de dire on tient compte de l'enjeu esthétique, il est pertinent, Romain Ruillard, sur l'esthétique et l'opportunité de s'en préoccuper en vérité? Oui, ça va être un objet qu'on va montrer comme on fait quand on fait visiter la maison parce qu'on en est fier. Et ben on va montrer le nouveau Storban, le nouvel éclairage, voilà. Et ben la chaudière, pour le coup, si elle est dans la cuisine parce qu'elle est murale, on va la montrer et on va être fier de la montrer. Et pour le coup, si elle est dans la cave parce qu'on est sur une chaudière là au sol, et plutôt que d'aller montrer la cave à vin, et ben on va aller montrer la chaudière. Cette notion de design et de conception va en effet au-delà du simple esthétisme. On a parlé des problématiques de porter une chaudière dans le cadre d'une rénovation de chaufferie, mais c'est aussi pouvoir faciliter la maintenance avec un accès aux composants. Le gain de place, on l'a déjà évoqué pour les chaudières qui se mettent dans des cuisines. C'est la facilité d'installation. Parce que quand on vient remplacer un appareil ou rénover une installation, ben, on a des tuyaux en place, on ne peut pas les bouger. L'ergonomie, c'est aussi du design. Toute cette partie-là est importante et les fabricants n'ont pas attendu le volet esthétique pour s'occuper de ça. C'est des choses qui existent depuis 20 ans déjà. En revanche, ce qui est beaucoup plus récent, c'est la question, c'est cette volonté de la part du fabricant de transformer sa chaudière en objet connecté qui va collecter de la donnée et qui va la diffuser à l'utilisateur. Connecter la chaudière, c'est servir non plus directement l'utilisateur final, mais l'ensemble des acteurs de la chaîne. Le fabricant dispose d'éléments de vie, voilà, qui va lui permettre de faire des statistiques et qui va lui permettre de fiabiliser. C'est déjà très fiable une chaudière, la durée de vie est déjà très importante, mais encore d'améliorer ça. Du retour d'information, du retour d'expérience. Absolument. Pour l'installateur, c'est une possibilité de mise en service facilitée. Pour la société de maintenance, l'enjeu, c'est d'éviter le taux de revisite. C'est-à-dire que si je peux prédiagnostiquer à distance, j'ai plus de chances d'avoir dans ma camionnette la pièce qui va bien pour remplacer dès la première visite. C'est la fameuse maintenance prédictive dont parlait Ariane dans le reportage, c'est ça la maintenance. Voilà, alors qu'en fait aujourd'hui, classiquement, je viens visiter, je diagnostique, je vais peut-être faire une petite réparation de fortune pour m'assurer que les utilisateurs puissent avoir une certaine continuité de fonctionnement, dans le meilleur des cas, et puis je vais revenir pour changer la pièce. Voilà. Donc diminuer le taux de revisite est un enjeu majeur pour la filière parce que, évidemment, ça coûte cher de revenir. Alors, et donc, indirectement, ça va finir par servir l'utilisateur final qui a évidemment moins à se mobiliser pour être disponible quand la société de maintenance réintervient et puis, peut-être même à terme, optimiser les coûts du contrat de maintenance. Est-ce que ces data vont vraiment aller vers quelqu'un qui sait s'en servir et qui veut s'en servir ou est-ce qu'elles vont partir dans la nature en pure perte?
on est confronté à une problématique qui est que les sociétés de maintenance ont à gérer un parc de différents fabricants, bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de standard qui leur permettent facilement de disposer via une interface, un logiciel. Ça veut dire que l'enjeu pour les fabricants, c'est d'imposer leurs standards. Ben moi, il me semble que ça devrait être en tout cas une réflexion commune pour faire en sorte qu'il y ait une base commune, voilà, un standard qui est tel qu'on facilite la vie des sociétés de maintenance. Pierre Beau, sur toutes ces datas qui existent, mais qui vont être collectées et qui vont être émises et exploitables, là encore, votre sentiment sur l'opportunité, sur l'intérêt? Très concrètement, nous aujourd'hui, la plupart des chaufferies, en tout cas d'une certaine taille qu'on fait, on les connecte. C'est-à-dire qu'on ne met plus le RVL de base et puis on s'en va, ça n'existe plus. Ça, c'est le premier point. Donc après, effectivement, récupérer de la data. Aujourd'hui, les informations qui sortent, la plupart du temps, c'est une information d'alarme ou une information de consommation. Et hormis si vous avez des consommations de furieux, ça n'intéresse pas pour l'instant grand monde. Mais en tout cas, c'est en train de se mettre en place. Je veux dire, des systèmes d'énergie management, ça pullule. Vous allez dans tous les salons, il y en a 150 000. Et c'est vrai que pour le coup, ce serait intéressant qu'il y ait une forme de convergence là-dessus. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est des systèmes de récupération et de pilotage qui sont au-delà de la couche de la chaudière. C'est-à-dire la chaudière, elle a sa propre régulation, elle peut sortir effectivement via un bus, mais il y a aussi des entrées-sorties analogiques. Et il y a des systèmes de régulation qui fonctionnent de cette manière-là. Et qui permettraient, à la rigueur, même si tous les fabricants ne se mettent pas d'accord sur leur propre système de régulation, de passer avec une couche au-dessus et de piloter via ces entrées-sorties-là. On y va pour les questions parce que sinon on monopolise la parole et on ne permet pas à ceux qui nous regardent de s'exprimer. On commence avec cette question. Les petites chaudières de forte puissance vont-elles vraiment condenser du fait de leur faible volume d'eau? Quand on a un échangeur dédié à la condensation, on utilise l'eau de réseau à 15 degrés, donc à très basse température. Donc là, on maximise la condensation, c'est certain. Oui, là j'imagine que pour le coup, la question est en lien avec du collectif. Dans le cas d'un appareil à faible volume d'eau, on va faire en sorte finalement d'augmenter cette capacité-là en y installant voilà, une bouteille et en faisant en sorte d'avoir des débits secondaires qui vont être largement supérieurs aux primaires pour finalement donner un coup de pouce à la condensation, faire en sorte qu'on n'ait pas de retour chaud qui arrive au retour de l'appareil et faire en sorte voilà, de pérenniser cette condense. On parlait des chaudières connectées, ça fait réagir et ça soulève des questions. Comment les installateurs accueillent les chaudières connectées? Est-ce qu'on a des retours de ces installateurs? Qui sont les premiers prescripteurs, vous avez dit? Est-ce que quand ils voient arriver ça, ils se disent « super, on va en vendre » ou alors au contraire, encore un gadget qui va servir à rien du tout? Moi, il me semble qu'on est quand même au début de l'histoire de cette affaire. C'est-à-dire que le gain de la chaudière connectée, l'installateur, il le perçoit. La société de maintenance, elle la perçoit bien. Le fabricant aussi. Mais la vraie question, c'est qui paye. Aujourd'hui, cette question-là, elle reste en débat. Qui doit payer ce service rendu pour améliorer... Rendu à la filière, hein, vous l'avez dit. Rendu à la filière et indirectement à l'utilisateur final. Mais rendu principalement à la filière, en effet. À terme. Si vous avez sur une chaudière collective, par exemple, une alarme qui avertit directement la société de maintenance parce qu'il y a une panne, une insuffisance sur le CS ou quoi que ce soit, en théorie, la réaction elle est plus rapide que si ça passe via le gardien, bien sûr, via le gestionnaire, jusqu'à la fin. Alors, y a-t-il des travaux en cours pour baisser la puissance minimum des chaudières individuelles? Clairement, oui. Les chaudières murales, il y a quelques années, avaient des puissances minimales de 7-8 kW. Aujourd'hui, la très grande majorité de la gamme a une puissance inférieure ou égale à 4 kW. Plus on descend en puissance minimale, plus on bénéficie encore de gains, mais dans une moindre mesure, puisque en fait, les auxiliaires électriques prennent une proportion de plus en plus importante et donc viennent amoindrir en quelque sorte le gain, puisque ces auxiliaires électriques ont une consommation électrique sensiblement identique, indépendamment de la puissance. Merci à vous, Jérôme Maldonado de Uniclimat. Merci aussi à Pierre Beau de Sunsquare et du Sinov, à Ludovic
Thiebaud de GRDF et à Romain Ruyard de CJBAT. C'est la fin, vous l'avez compris, de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à celles et ceux qui se sont rendus disponibles pour nous recevoir dans leurs entreprises et pour prendre le temps de se laisser filmer. Vous pouvez revoir ce débat sur la chaîne YouTube CJBAT et aussi sur le site cjbat.grdf.fr. Au revoir.